Visiter les châteaux de Bavière en fin d'année, alors que dans un paysage admirable, la neige est un décor supplémentaire, voilà un voyage que nous vous proposons qui est exceptionnel par la visite des châteaux du roi Louis II de Bavière. Ce personnage extraordinaire, né en 1864, a voulu s'isoler dans ces montagnes, loin de la politique, loin de la diplomatie, loin des menaces de la guerre que la Prusse préparait. Il a voulu s'isoler pour reconstituer des rêves d'une histoire révolue. Alors il a vécu longtemps dans un château, le premier que nous visiterons, Hohenschwangau, le haut pays du cygne, où il a vécu, qui est un château étonnant, parce qu'on dirait qu'il est échappé d'un roman de Walter Scott, et on le verrait volontiers en Écosse. Et de là, il a eu l'idée de construire à 1,5 km, à partir de 1869, le château de Neuschwanstein, la nouvelle pierre du cygne, qui est un hommage à la chevalerie. C'est un château étonnant, qui s'est inspiré de plusieurs constructions médiévales, y compris Pierrefonds, près de Compiègne, en France, et dont la construction a été un exploit technique, très difficile, et qui reste d'ailleurs inachevé. Ce château, comme tous ceux qu'il fera édifier, sont étonnants par leur décalage de style, d'époque, de politique, si vous voulez, et d'esthétique, mais ce sont surtout des châteaux pour un homme seul. Il n'y a pas de reine de Bavière, le roi souffre d'une homosexualité mal assumée, sur laquelle on s'interroge encore, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il vit dans ses rêves. Mieux que cela, il va vivre ses rêves. Après Neuschwanstein, que nous visiterons en montant en carriole jusqu'à cette construction édifiante qui a beaucoup inspiré Walt Disney, il me l'a avoué lui-même il y a très longtemps, nous visiterons le second château construit par Louis II, de l'autre côté de la montagne, Linderhof, au milieu de tilleuls et d'un parc qui a été fait à l'anglaise, creusé dans la forêt. Linderhof est étonnant parce que c'est une sorte de petit Trianon néo-baroque, une pâtisserie surprenante près de la frontière tyrolienne et dans laquelle le roi a vécu très longtemps. C'est celui des châteaux où il a le plus vécu. Un petit château très fragile avec une grotte extraordinaire, une grotte artificielle. Les grottes ont toujours fasciné Louis II depuis qu'il avait vu celle du Venusberg dans Tannhauser. Et donc il y a toujours l'idée que Wagner, avec ses légendes, avec ses épopées, n'est pas très loin. Le troisième château que nous visiterons, le dernier, et il faut bien suivre l'ordre chronologique de cette construction, et c'est ce que nous ferons pendant ce voyage spécial, c'est plus loin, sur la route de Salzbourg, dans un endroit beaucoup plus inaccessible. Il n'est pas au milieu des montagnes, il est au milieu d'un lac, le Chiemsee, le plus grand lac de Bavière, la mer bavaroise, et c'est la copie extérieure et inachevée de Versailles. Quelle folie, dira-t-on, de reconstruire dans les années 1880 un Versailles avec sa galerie des glaces, notamment, qui a étonné le monde entier à une époque où le château de Versailles, en France, n'est vraiment plus à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors de notre séjour à Munich, nous aurons la joie d'entendre et de voir le grand opéra Turandot, au Bayerische Oper, l'opéra d'État de Bavière, que l'on oublie souvent parce qu'on pense à celui de Vienne ou à la Scala de Milan, mais qui est un opéra de très très haut niveau, avec des productions de très grande qualité, au centre de la ville de Munich, qui est une des villes les plus intéressantes d'Europe, très joyeuse, tournée vers le bon goût, vers le luxe, mais aussi la tradition, avec ses brasseries, avec les gens qui portent les costumes habituels que l'on connaît dans la Bavière, et dans un pays aussi, il faut le dire, où il n'y a pas de banlieue. On sort de Munich et on est tout de suite dans la montagne. Et on comprend très bien la différence qu'a voulu instituer Louis II entre son univers dans les montagnes
et le monde politique, le monde du gouvernement qu'il trouvait hypocrite.